l'homme qui se trouvait avec Emma Rain corrobore ces dires. Pour les enquêteurs, cela prouve qu'Emma ne peut pas être l'auteur du crime. Mais cela signifie aussi que le couple allait sans doute plus mal qu'elle a bien voulu le dire. Ils poursuivent donc leurs investigations pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ils commencent par interroger l'entourage du couple. Et très vite, la famille leur parle du comportement étrange du demi-frère de James, un certain Alfred Everett. Les proches expliquent aussi l'avoir questionné et avoir découvert un terrible secret. À la mort de James Rain, Alfred Everett s'en connaît. Alors, la famille de James passe le prendre à son domicile et l'emmène dans un gymnase local pour s'expliquer avec lui. Ils l'ont intimidé pour qu'il avoue ce qu'il savait. C'était à propos du meurtre d'Ernest Smith, le premier mari d'Emma. Alfred Everett leur raconte que M. Smith a découvert que sa femme le trompait avec James Rain. Elle lui avait été plusieurs fois infidèle. Ernest Smith en avait parlé ouvertement à James Rain et lui avait demandé de garder ses distances. Il était prêt à tout pour sauver son couple. D'après Alfred, James Rain et Emma avaient une liaison bien avant la mort de son mari. Mais Ernest refusait de s'avouer vaincu. Et c'est à ce moment-là qu'Emma et son amant auraient élaboré un plan diabolique pour vivre leur amour en toute tranquillité. Emma et James Rain voulaient être ensemble. Alors ils ont payé Alfred Everett $10 000 pour éliminer Ernest Smith. Face à la famille de James, Alfred Everett livre tous les détails glaçants du meurtre d'Ernest, le premier mari d'Emma. Et il ajoute qu'il a peur d'être le suivant sur la liste. Car maintenant que James est mort, il est le seul à savoir la vérité. Les proches de James sont sous le choc. Emma serait donc à l'origine du meurtre de son premier mari. Je ne crois pas qu'elle est si malfaisante. Au fond, on ne connaît jamais vraiment les gens. Et il faut croire qu'elle aimait son amant plus que son mari. Mais il aurait suffi de divorcer. Après ce dernier rebondissement, les policiers décident de se replonger dans le dossier. Même s'ils ont des aveux d'Alfred, des hommes d'ombre. Et surtout, il leur faut des preuves. Une nouvelle enquête est donc désignée pour reprendre l'affaire depuis le début. Lucinda Barnes était spécialisée dans les affaires non résolues. C'est elle que les proches de James Rain ont appelé pour transmettre les informations qu'Alfred Everett leur avait communiquées, à savoir qu'il avait tué Ernest Smith contre la somme de $10 000 pour le compte de James Rain et Emma Smith. Le 7 mars 2012, j'ai pris connaissance de l'affaire non résolue concernant le meurtre de M. Smith. La famille de James Rain avait récemment appris l'implication d'Alfred Everett. J'ai trouvé ça très étrange, car il est rare que des témoins supplémentaires se manifestent une fois l'enquête pour meurtre terminée. Voici ce qu'ils ont dit à l'enquêtrice. Alfred Everett avait attendu le départ de l'ami avec qui Ernest discutait, puis s'était approché en courant et lui avait tiré 2 fois dessus. Tout cela collait avec les éléments de preuve trouvés sur place. Ils lui ont également dit qu'Alfred Everett avait attendu qu'Emma allume la lampe du Porsche pour lui signaler qu'Ernest Smith était rentré chez lui. Cette information était connue des services de police, car son ami Ronald Mason, qui l'avait accompagné à la sortie moto, avait dit aux enquêteurs avoir remarqué que la lumière s'éteignait. Alfred n'aurait pas pu connaître ce détail s'il n'avait pas été sur place. L'affaire n'avait pas été relayée dans les médias et le rapport de police n'avait pas été rendu public. C'était une affaire non résolue. Et ils m'ont dit qu'Alfred Everett avait avoué lui avoir tiré une balle dans la poitrine et une autre dans l'abdomen. Or, nous n'avions pas dévoilé au public le nombre de balles reçues par la victime. Alfred Everett coïncide en tout point avec les preuves collectées sur la scène de crime. Pour l'enquêtrice, tout concorde. Mais pour quelle raison Emma aurait-elle voulu faire tuer son mari?
À la lecture du contrat d'assurance vie que m'a transmis la famille, l'affaire a commencé à prendre forme. On savait qu'Emma avait souscrit une grosse police d'assurance vie au nom d'Ernest. Elle ne s'en était pas cachée. Comme il s'était acheté une moto et que c'était dangereux, elle avait décidé de se protéger. Une fois que les enquêteurs ont corroboré cette information, ils nous ont confirmé qu'ils la soupçonnaient. Dans les mois qui ont précédé la mort d'Ernest Smith, non seulement le montant de la police d'assurance était passé de 100 000 à 800 000 $, mais Emma avait stipulé que le capital devait être réparti entre James et même à part égale. Ce qu'elle ignorait, c'est que la législation de la Louisiane interdirait à James Rain de toucher ses 400 000 $ parce que M. Smith avait une fille biologique. C'est avec elle qu'Emma a dû partager l'assurance. Et les enquêteurs font une découverte incroyable concernant cette succession. La veuve avait élaboré un stratagème hallucinant avec sa propre fille pour mettre la main sur le pactole. Dans l'année qui a suivi le meurtre, la fille biologique d'Emma s'est fait passer pour la fille biologique d'Ernest Smith. Elle a imité sa signature afin d'obtenir l'autre moitié de l'assurance vie. Emma a donc commis une fraude pour toucher les 800 000 $ dans leur intégralité. Forte de cette découverte, Bessinda Barnes reprend le dossier d'Ernest Smith à zéro. Il lui faut absolument trouver des preuves concrètes de l'implication d'Emma dans la disparition de son mari. Et elle va aller de surprise en surprise. Je me suis penchée sur le rapport de police initial et j'ai pris connaissance de la déclaration d'Emma Smith, selon laquelle elle dormait à l'étage après avoir pris des antidouleurs pour soulager un mal de dents et avait entendu une explosion, mais je n'y avais pas prêté attention. Elle m'a dit, j'ai entendu bom bom, mais j'ai cru que c'était une voiture qui pétaradait. Et j'ai trouvé ça curieux. Elle n'avait pas entendu son mari se faire tirer dessus, car elle souffrait d'une rage de dents et avait pris des antidouleurs sans ordonnance qui l'avaient soi-disant assommée. Ce qui n'aurait pas dû être le cas. Sa déclaration au moment de la mort de M. Smith ne collait tout simplement pas avec les éléments de preuve recueillis sur place. Son lit était fait au carré. Rien ne portait à croire qu'elle s'y était couchée, comme elle l'affirmait. Elle ne s'était certainement pas dépêchée de le faire avant que la police n'arrive, alors que son mari gisait dans l'escalier. On sait aussi que l'escalier en question était très étroit. Il y avait des éclaboussures de sang à ses pieds et vers la porte d'entrée. Il avait franchi le seuil et s'était effondré sur les marches. Les gouttes de sang étaient intactes. Il n'y avait aucune trace de pas ou de frottement. Autrement dit, elle n'aurait pas pu être en train de dormir à l'étage. Sinon, elle aurait dû enjamber le corps de son mari et marcher dans le sang. Or, elle n'avait pas une goutte de sang sur elle. Par ailleurs, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle le prenne dans ses bras avant qu'il rende son dernier soupir. Mais ses vêtements étaient immaculés. Ça ne collait pas non plus. Elle nous a dit qu'il était déjà blessé quand il est arrivé et qu'il s'est vidé de son sang. Elle voulait faire croire qu'elle était bouleversée, mais je crois qu'elle ne l'était pas vraiment. Bessinda Barnes a réussi à avoir accès au relevé téléphonique pareil. La première personne qu'elle a appelée après les coups de feu, c'était Ronald Mason. Je n'avais encore jamais vu une réaction pareille dans une affaire de meurtre. En général, quand on n'est pas impliqué et que son conjoint se vide de son sang dans l'escalier, on appelle les secours. C'était curieux. Même Ronald Mason a quitté. Typiquement, un agresseur qui frappe au hasard a tendance à vouloir dépouiller sa vie, à s'emparer de ses objets de valeur. Or, la moto d'Ernest était garée devant la porte d'entrée et les clés se trouvaient dans l'herbe, juste à côté. L'auteur du crime aurait donc